Au sommaire aujourd'hui, Aymeric Caron démonte Arthur qui l'accuse de soutenir la Palestine. Pierre-Jean Chalençon tire des propos racistes et appelle à la violence contre les musulmans. Pour finir, Mathilde Panot défend les musulmans contre l'extrême droite. Une séquence à ne pas manquer à la fin de la vidéo. On commence avec un gros clash entre Arthur la petite pleurnicheuse et Aymeric Caron. Tout part d'un post publié par Arthur sur X, dans lequel il partage une série humoristique montrant un personnage demandant pourquoi Aymeric Caron ne parle que de Gaza. L'idée sous-jacente serait de pointer du doigt une forme d'hypocrisie ou même d'antisémitisme, en suggérant qu'il ne s'exprimerait que sur les sujets liés aux sionistes et à la Palestine. Arthur écrit notamment « Est-ce que c'est vrai qu'Aymeric Caron est passionnément antisémite ?» Une série digitale qui démonte les clichés racistes. Pas avec de grands discours, mais avec ce qui désarme le mieux, l'humour. Regardez. Allô, secrétariat de Monsieur Caron, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais parler à Aymeric Caron, s'il vous Oui, plaît. qui le demande? C'est à quel sujet, s'il vous plaît? En fait, je m'appelle Fabien, je suis une sorte de lanceur d'alerte. D'accord. Et donc, je cherchais à joindre Monsieur Caron pour l'alerter, du coup. Oui, pour l'alerter à propos de quoi, monsieur? À propos du Soudan. À propos de... À propos du Soudan. C'est un pays, le Soudan. Oui, merci, je sais, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Monsieur Caron? Parce que moi, ces derniers temps, j'ai un peu vu ses posts et puis ses tweets. D'accord. Il est très impliqué dans la cause palestinienne. Oui. Donc, je me suis dit que c'était un grand humaniste. Mais 1m88 quand Et même. donc, que peut-être, il pouvait faire quelque chose pour le Soudan. Mais pourquoi il ferait ça? Parce que c'est un grand humaniste. Et alors? Il y a des dizaines de milliers de morts, il y a Oui, une famine qui touche 25 millions de personnes. Oui, ça va passer. Il y a même un nettoyage ethnique en cours au Darfour. D'accord, monsieur, ça va pas être pour nous, hein, merci. Le plus drôle, c'est qu'il a désactivé les commentaires parce qu'il sait qu'il allait se faire démonter. Parce qu'il sait très bien qu'Aymeric Caron a déjà parlé du génocide au Rwanda, qu'il a fait des vidéos sur la guerre en Ukraine et sur plein d'autres conflits. Il y a des tas de preuves partout, on peut les trouver en 2 secondes. Mais non, Arthur remet encore une fois la même rengaine et essaie de coller l'étiquette antisémite à quiconque dénonce un massacre. À ce stade, ce n'est plus un disque rayé, c'est de la mauvaise foi en boucle. La réponse d'Aymeric Caron est salé, c'est le moins qu'on puisse dire. Il réplique avec « Est-ce que c'est vrai qu'Arthur est passionnant tripoteur ?» Épisode réalisé sans IA pour démonter les clichés sexistes et alerter sur les VSS. Et là, Aymeric Caron publie une vidéo rappelant plusieurs séquences d'Arthur dans les années 2000, où ses blagues et attitudes frôlaient clairement le très limite et le franchement sexiste. J'anticipe déjà la réaction d'Arthur, pas besoin d'être devin. Il va encore dégainer sa carte magique antisémite, puis enchaîner les plateaux télé en jouant les martyrs, se plaignant à longueur d'interview, alors que c'est lui qui allume la mèche à chaque fois. Par contre, quand il s'agit de vrais actes racistes visant les musulmans, là, Arthur disparaît complètement. Jamais un mot, par exemple, sur Pierre-Jean Chalençon, qui balance ouvertement des propos islamophobes et appelle à la violence contre les musulmans et les personnes d'origine maghrébine. Regardez. Les musulmans, en tout cas l'islam, nous a déclaré la guerre. Car comme le disait très bien Eric Zemmour il y a quelques jours, la différence entre islam et islamiste est devenue comme un mouchoir comme un papier de cigarette. Quand je vois en Iran qu'il y a des dizaines de milliers de gamins, qu'il y a eu des centaines des milliers d'arrestations, des centaines de pendaisons de garçons et de jeunes femmes à cause de ce putain de foulard de merde, mais c'est pas une question de mode, on n'est pas chez Jean-Louis Scherrer, on n'est pas chez Pierre Cardin, là. C'est une question, c'est vital. Il faut arrêter, il faut être comme en Italie avec Meloni ou comme dans certains pays, il faut interdire ce putain de voile. Si on l'a pas compris ça, on n'a rien compris. Je ne les supporte plus. Je ne les supporte plus. Je ne les supporte plus, je ne les supporte plus. C'est une bamboula. Je n'en peux plus de cette bamboula. Et bamboula, c'est une chanson, ça n'a rien de raciste. Ça va, ça suffit. Vous voulez mettre des foulards? Allez dans ces pays-là. Allez en Algérie. Allez en Arabie Saoudite. Allez au Qatar. Mais ne venez pas dans les Pyrénées, ne venez pas à Paris. Et pendant ce temps-là, on laisse ce type s'exprimer tranquillement, déverser sa haine en plein pays qui se revendique laïque. S'en prendre à une religion ou à des origines, c'est exactement ce qui fracture la société. La laïcité est censée protéger tout le monde, pas servir de prétexte pour cibler toujours les mêmes. Les réponses aux problèmes sociaux passent par la justice et l'égalité, pas par des attaques gratuites. Cela fait longtemps que ces dérapages racistes sont connus. C'est même pour ça qu'il avait fini par être écarté de France 2 à l'époque. Mais aujourd'hui, vu à quel point le discours anti-musulman s'est banalisé, on peut se demander s'il aurait seulement été sanctionné. Encore une fois, 2 poids, 2 mesures. Dieudonné a été effacé de partout pour antisémitisme, mais lui ne risque absolument rien pour ses propos islamophobes. Et l'harcèlement politique visant les musulmans ne s'arrête évidemment pas là. Chaque jour, c'est la même rengaine. Hier encore, Laurent Wauquiez a proposé une nouvelle loi pour interdire le port du voile aux mineurs dans tout l'espace public en France. Regardez. Ce qui est en train de se développer petit à petit dans notre pays, c'est effectivement le port du voile pour des enfants, pour des jeunes filles.
Moi, j'ai été très choqué. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on réagisse par le sondage de l'IFOP de la semaine dernière, qui montre très clairement le travail de l'islamisme sur les adolescentes et y compris sur globalement à l'intérieur de notre société. Donc pour moi, c'est clair, en France, des enfants, des jeunes filles ne doivent pas porter le voile. Et si on ne fait rien, c'est ce qui va arriver. Donc je souhaite qu'on puisse réagir. L'idée, elle est toute simple, hein, c'est de porter une proposition de loi. Mon objectif est qu'elle soit inscrite au débat de l'Assemblée nationale en janvier et qu'on permette ainsi de fixer une règle très claire, interdiction du port du voile pour les mineurs dans l'espace public en France. C'est pas notre mode de vie, c'est pas notre pays, donc on réagit. De toute façon, cette loi n'a aucune chance d'aller quelque part. Elle violerait directement le premier alinéa de l'article 1 de la Constitution. On ne soumet pas des textes ouvertement inconstitutionnels au vote. Autrement dit, ce n'est pas une proposition sérieuse, c'est juste un énième coup d'éclat pour attirer l'attention. Et là où ça devient encore plus absurde, c'est quand on réalise qu'en France, la majorité sexuelle est fixée à 15 ans, mais qu'ils voudraient interdire le voile jusqu'à 18 ans. On atteint un niveau d'incohérence hallucinant. Surtout quand on regarde la réalité du pays. Des enfants dorment dehors dans le froid. Des étudiants doivent faire la queue au Resto du Cœur pour manger. La dette explose. L'hôpital public est en train de s'effondrer. La guerre frappe à nos portes. Et les jeunes diplômés fuient à l'étranger. Mais non, pour les fachos, la priorité absolue, le problème numéro 1, ce serait le voile. Et une fois de plus, c'est encore la LFI qui va prendre la défense des musulmans. Comme ici avec Mathilde Panot. Regardez. Cette semaine, Mathilde Panot, une étude de l'Institut IFOP a été très commentée et parfois très critiquée aussi. Elle semble montrer que les musulmans de France sont de plus en plus croyants, ce qui est évidemment leur droit, mais aussi qu'une partie d'entre eux, les plus jeunes, des musulmans notamment, ont une pratique de plus en plus rigoriste de l'islam. Est-ce que ça vous inquiète ? Alors bon, d'abord, il faut dire que ce sondage, il a été commandé par une officine d'extrême droite, ça c'est la première chose, et avec une méthode qui n'est absolument pas rigoureuse. Ça a été décrypté par plusieurs de vos confrères et consoeurs journalistes. Par exemple, un des chiffres qui est beaucoup sorti, qui montre que 46% des musulmans de ce pays seraient pour appliquer la charia en France. Alors que le terme charia n'est pas dans la question qui a été posée. Exactement. Donc le terme charia, pour que tout le monde comprenne, le terme charia n'a jamais été utilisé lorsqu'on posait la question aux gens. Mais pire que ça, si vous décryptez derrière, il n'y a que 15% des personnes interrogées qui disent qu'ils sont pour l'application de la loi musulmane en intégralité. Et il y a ensuite 31% qui disent que la loi musulmane doit être adaptée aux règles du pays où l'on vit, donc qui n'a rien à voir avec ça. Donc on a agrégé des résultats qui n'ont rien à voir. D'un seul argument, elle a déjà mis à plat l'incohérence totale de ce sondage bidon. On nous balance 42% des musulmans, comme un chiffre flippant, histoire de jouer sur les peurs. Alors que si on creuse un peu, on découvre ce qui se cache derrière. Le directeur de l'IFOP, Frédéric Dabi, est un habitué des cérémonies du CRIF et intervient souvent sur des médias comme I24 News, RCJ, Radio J. Tiens, ça explique bien des choses tout d'un coup. Ensuite, Mathilde Panot ne se gêne pas. Elle démonte point par point toutes les failles méthodologiques, les biais, l'instrumentalisation de cette enquête pour montrer que ce sondage ne sert qu'à stigmatiser une partie de la population. Regardez. Vous considérez que ce sondage est un mensonge ? Ce sondage on a agglutiné des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est-à-dire que, par exemple, je vous cite une autre question. On a demandé aux gens, estimez-vous qu'un musulman peut rompre avec l'islam ? Vous feriez pire en termes d'islam rigoriste. 73% jugent acceptable de rompre avec l'islam. Ouais. Combien c'était la dernière fois ? J'ai pas le chiffre en tête. 43%. Donc ça montre qu'il y a de plus en plus de musulmans et de musulmanes de ce pays qui se disent qu'on peut rompre avec l'islam. Quand vous regardez par exemple sur la question qui est faite sur de savoir est-ce que les musulmans et musulmanes sont plus religieux dans ce pays, eh bien il se trouve que les catholiques aussi, que les personnes juives aussi. Donc maintenant ce sondage a été fait pour une seule chose, et c'est pour ça que l'extrême droite l'instrumentalise à ce point, c'est pour accréditer la thèse des chocs de civilisation dans ce pays, le fait que les musulmans de ce pays seraient des sortes d'ennemis de l'intérieur, et c'est insupportable. Moi, je veux redire, lâchez la grappe aux musulmans de ce pays, lâchez-leur la grappe. Ça suffit de les présenter comme des terroristes en herbe à chaque fois. Exactement, laissez les musulmans tranquilles. Ça fait plus de 10 ans que c'est toujours la même chose, un harcèlement non-stop. À un moment, ça suffit. Et soyons sérieux 2 minutes. Si certains imaginent que les musulmans chercheraient à prendre le pouvoir, alors ils s'y prendraient franchement très mal. Depuis des années, les lois s'enchaînent contre eux, et la majorité des médias leur tombent dessus en permanence. Bref, cette théorie ne tient pas 2 secondes.